cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité matinal de ce matin, Maître Renoir Bodjo, bonjour. Bonjour, Monsieur Kader. Je rappelle que vous êtes conseiller juridique du parti politique Les Démocrates. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. Vous êtes l'un des conseils de Rekiat Madougou. Vous êtes également l'avocat personnel de l'ancien président Thomas Bouniaï, qui est président du parti politique Les Démocrates. Vous avez suivi comme bon nombre de Béninois cette actualité, notamment les différents faits qui ont succédé, les propos tenus par Paulin Akponan, désormais ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Le dernier fait majeur qui défraie la chronique, ce sont ces excuses publiques adressées au chef de l'État, le président Patrice Talon, et également à son prédécesseur Sam Seydou Adambi. Vous, en tant que conseiller juridique du parti politique Les Démocrates et également en tant qu'avocat, dites-nous quelle est votre analyse de façon sommaire de tout ceci. Je vous remercie déjà pour votre invitation et aussi pour votre question. Avant de me prononcer à titre personnel et au nom du parti Les Démocrates sur le sujet, je voudrais d'abord planter le décor en disant tout simplement que en 2030, les Nations Unies vont réunir les nations pour évaluer la question des ODD, les objectifs du développement durable. Et l'accès à l'eau et à l'assainissement fait partie aussi des ODD. Et c'est l'ODD 6, l'objectif de développement durable 6. L'accès à l'eau potable ainsi que l'assainissement. De sorte que c'est un sujet ou c'est une question qui est éminemment importante pour, je vais dire, notre pays, puisque nous serons évalués dans quelques années sur la façon dont nous avons progressé en mettant à disposition de nos populations ce qui est nécessaire et vital pour la qualité de vie. Alors, donc, ayant planté ce décor-là, je voudrais juste dire au nom du Parti Les Démocrates que nous avons, comme l'opinion, constaté que un ministre en fonction, notamment le ministre de l'énergie, des mines. De l'eau et des mines. De l'eau et des mines, a fait des déclarations suffisamment graves à Paracourt lors d'une activité politique, en accusant son prédécesseur d'avoir siphonné les fonds publics. Il est revenu pour dire qu'il ne s'agissait pas de son prédécesseur. J'en viens, vous allez me laisser terminer. Oui, allez-y. En accuser son prédécesseur, en l'accusant d'avoir siphonné les fonds publics et que cet acte serait puni tôt ou tard. Alors, vous dites qu'il est revenu sur cette déclaration pour dire qu'il ne s'agissait pas de son prédécesseur, mais il a été quand même sanctionné puisqu'il a été limogé. Donc, je ne pense pas que s'il faisait allusion à un ex-membre du gouvernement qui n'a pas été en fonction sous le régime de la rupture, il n'aurait pas été limogé. Donc, il faisait dans tous les cas allusion à un prédécesseur du régime de la rupture. De sorte que nous pensons que ce sont des accusations suffisamment graves et que un limogeage suivi d'excuses publiques ne suffisent pas pour rassurer l'opinion, notamment le contribuable, qui a besoin que la situation soit clarifiée pour qu'on puisse effectivement s'assurer que les fonds publics ont été gérés avec transparence, avec rigueur,
comme l'imposent évidemment toutes les normes en matière de finances publiques. Donc, vous avez besoin que véritablement il y ait quand même un audit. Absolument, puisque je prends seulement le cas que nous avons connu sous l'Ancien Régime, l'affaire tout le monde a qualifié de PPA2. Il y a eu tellement de tollé que l'ancien président de la République, son Excellence M. Boni Yayi, n'a pas attendu que l'opposition le lui réclame. Il a commandité un audit international. Et cet audit-là a révélé effectivement tout ce que nous savons, et la personne mise en cause a été quasiment traduite en justice. Il y a eu des actions qui ont été menées par l'ancien régime. Donc, cela n'est pas fait pour, je vais dire, plaire ou déplaire. C'est fait parce que c'est ce que recommande la responsabilité ou la bonne gouvernance. Je vais prendre par exemple le cas d'une situation à Parakou. En 2015, par exemple, je peux parler du projet Orio, qui est un projet de financement de l'accès à l'eau pour les villes de Parakou et à côté de Parakou, je vais dire l'arrondissement de Kika. Kika n'avait pas d'eau en 2015, et le projet Orio, financé à hauteur de 18 milliards par, je vais dire, l'Union européenne, la BOAD et le Royaume des Pays-Bas, a permis de lancer ce projet-là pour que les populations de Parakou et de Kika puissent accéder à l'eau potable jusqu'en 2035. Donc, est-ce que les accusations du ministre de l'énergie, de l'eau et des mines sur un de ses prédécesseurs ne sont pas en rapport avec ce projet-là? C'est un exemple. Encore que, justement, en raison de ce que nous avons des objectifs de développement durable à atteindre en ce qui concerne l'accès à l'eau, le Bénin a levé des eurobonds en matière d'accès à l'eau. Est-ce que ces eurobonds-là, qui sont déjà une prouesse qu'il faut saluer, est-ce que ces fonds qui ont été levés à l'international pour permettre aux populations de vivre de manière plus décente en ayant accès à l'eau, ces fonds ont été gérés avec transparence, avec, je vais dire, rigueur, comme le requiert la gestion des finances publiques. Et c'est pour cela que vous avez remarqué que le Parti Les Démocrates, à travers ses députés, ces parlementaires, oui. Ces parlementaires ont, dès que l'information a fuité, dès que l'information a été rendue publique, puisque on ne peut pas être, on ne peut pas avoir mieux que les accusations venant même d'un ministre en fonction pour demander une enquête parlementaire. Donc, c'est sur la base des propos du ministre, de l'ex-ministre des Mines et de l'Énergie, que le Parti Les Démocrates, à travers ses députés, a pris la résolution à travers une douzaine de députés pour solliciter une enquête parlementaire. Mais le Parti Les Démocrates ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le Parti Les Démocrates va saisir dans les heures à venir ou dans les jours à venir le haut-commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption, pour que le haut-commissaire, Maître Jacques Migan, le bâtonnier Jacques Migan, puisse justement prouver qu'il est une institution, je vais dire, indépendante, autonome, et qui peut fonctionner sans et qui est en capacité, je vais dire, de gérer les pressions. Donc, le Parti Les Démocrates va saisir le haut-commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption pour que le haut-commissariat à cette responsabilité-là puisse exiger un audit international pour que la lumière soit faite sur cette situation suffisamment grave. En plus de la saisine du haut-commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption, nous pensons qu'il serait le minimum, ce serait que la première institution en matière de contrôle des finances publiques est l'inspection générale de l'État, l'inspection générale des finances, l'IGF, qui est la première institution de contrôle des finances publiques depuis 1960 au Bénin, et qui est un organe crédible. Nous allons demander que l'inspection générale des finances également puisse procéder au contrôle des budgets qui ont été alloués à l'accès à l'eau dans la commune de Parakou et environ. Le demander, ce n'est pas être je vais dire, faire de l'opposition pour faire de l'opposition. C'est le rôle de l'opposition que de contribuer à la bonne gestion des finances publiques. Donc,
je pense que c'est dans l'ordre normal des choses que le Parti des démocrates exige cela, parce que c'est le minimum qu'un parti d'opposition peut exiger d'une gouvernance de la République. D'une gouvernance de la République. Alors, vous avez écouté le porte-parole du gouvernement au lendemain de ces propos-là. Vous avez lu les excuses du ministre Paulin Akpona. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a encore nécessité d'aller à ce que vous demandez? Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on ne va pas distraire encore les fonds de la République en finançant des audits, en finançant... Parce qu'on sait que c'est coûteux aussi, les audits aussi. Parce que ce sont des experts internationaux qui sont conviés. Ils ont un cachet qu'ils prennent. Vous savez, on ne va pas, sous le prétexte... Est-ce que vous cherchez des pouces sur la tête de chauve? On ne va pas prétexter du fait qu'un audit coûte cher pour ne pas, je vais dire, rechercher la vérité. Parce que, qu'ils vous souviennent, en 2000, pour l'affaire du PPA2, en raison de ce que l'audit a révélé les soupçons qui pesaient sur la gestion de ces fonds-là, la Hollande a suspendu sa coopération avec le Bénin. Donc, je pense que l'audit international qui avait été ordonné en 2000, qui avait été commandité par l'ancien président de la République, a produit ses fruits. Donc, commanditer un audit ne veut pas dire forcément que l'accusation est fondée. Ou mener une enquête ne veut pas dire forcément que l'accusation est fondée. L'accusation peut ne pas l'être, ce qui renforcera la légitimité ou renforcera la qualité de la gouvernance du régime en place si l'audit venait à révéler que les fonds qui ont été mis à disposition du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau pour l'accès à l'eau ont été gérés de manière transparente. Donc, on ne peut pas, je vais dire, sous le prétexte que ça va engager des fonds, dire non, on ne fera pas. Au contraire, le dire pourrait même envenimer la suspicion selon que, effectivement, l'on cherche à cacher quelque chose. Alors, pour revenir au propos du porte-parole du gouvernement qui a estimé que les déclarations de l'ancien ministre des Mines et de l'Énergie pourraient s'apparenter à une guerre de leadership pour faire ombrage à des éventualités de positionnement pour les élections à venir. Je trouve que c'est une tentative de noyer le poisson. Parce que, mais vous avez suivi après Paulin Akpona qui s'est exprimé. Oui, mais s'il n'avait pas été limogé, est-ce qu'il se serait exprimé ainsi? Donc, je pense que c'est une façon pour lui de dire oui, j'accepte de rentrer dans les rangs. Et parce que ce qu'il faut dire, M. Akpona est un sachant en matière financière, c'est un expert comptable. Pour ce que l'on dit, hein, il a un cabinet d'audit. Il a exercé les fonctions de ministre d'énergie et des mines et de l'eau pendant au moins 6 mois. Donc, il a eu le temps de prendre connaissance des dossiers qui sont sous son département. Donc, on peut a priori et de bonne foi et à juste titre penser qu'il n'a pas parlé ex nihilo et c'est parce qu'il a vu des choses. Maintenant, pour vous, il n'y a pas de fumée sans feu. Il ne peut pas avoir de fumée sans feu dès lors qu'un sachant du domaine affirme qu'il y a eu du siphonnage. Maintenant, en termes d'imputabilité, c'est peut-être là qu'il a peut-être péché. Pour dire, est-ce que même s'il y a eu siphonnage de fonds, est-ce qu'on peut l'imputer à son prédécesseur? C'est en cela qu'il aurait dû peut-être mettre un peu de gants en disant que oui, nous avons constaté des siphonnages, mais l'État prend toutes les mesures qu'il faut pour que la lumière soit faite. Mais dès lors que cela a été révélé au public, le gouvernement doit aller plus loin. C'est pour cela que nous pensons que les déclarations du porte-parole du gouvernement, qui aujourd'hui déclare que oui, c'est pour le libérer de l'obligation de réserve et de solidarité envers les membres du gouvernement qu'il a été démis de ses fonctions, afin qu'il puisse se rendre, pour qu'il puisse être à la disposition de la justice pour apporter les preuves. C'est une bonne démarche. C'est une bonne démarche. Mais figurez-vous, les preuves, il va les trouver où? Alors qu'il n'est plus ministre. Les preuves, il pouvait les trouver s'il était ministre, parce que ces preuves-là, ce sont les documents administratifs au sein du ministère. Donc, le limogeage, en réalité, pour nous, est une tentative de noyer le poisson. C'est assez paradoxal, puisqu'on met le ministre, l'ancien ministre, dans l'impossibilité de produire des preuves, si preuves il y avait au ministère, et on lui demande de répondre à la justice. Donc,
Donc et pour je vous, prends... pour vous, si on voulait être sincère dans la démarche, on aurait pu le laisser en poste et le traduire devant les tribunaux. Non, justement, il ne s'agit pas justement de le traduire devant les tribunaux parce que, à la limite, l'ancien ministre fait une dénonciation de mauvaise gestion. Le dénonciateur n'est pas l'accusé. Le dénonciateur, à la limite, c'est un témoin. Et le témoin... Il faut l'écouter pour voir s'il n'est pas dans une démarche de diffamation. Non, mais justement, il faut d'abord protéger le témoin. Un témoin qui révèle qui révèle des faits délictueux, on le protège d'abord. On essaie de le mettre dans les conditions pour apporter les éléments de preuve qui seraient disponibles. Mais quand on le limoge, quel est le message qu'on envoie à l'opinion? C'est pour dire qu'on le sanctionne parce qu'il a peut-être trop parlé. Et j'ai peut-être oublié ce que je voulais dire, oui. C'est que en agissant ainsi, je prends voilà, je me souviens, je vais faire un parallèle avec la situation du ministère de l'Intérieur il y a quelques mois où des agents publics du ministère, des hauts cadres du ministère de l'Intérieur avaient été accusés d'avoir été stipendiés par M. Richard Bouni-Ngourou pour l'obtention du récépissé du parti le libéral, où la suspicion commençait à enfler au point même que les premiers responsables de ce ministère étaient en cause. Mais qui est monté au créneau pour dénoncer cela? C'est d'abord le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué pour décrire le processus d'obtention du récépissé du parti le libéral, bien qu'on ait dit que certains agents haut placés du ministère avaient été mis en cause. Mais pourquoi on n'a pas limogé le ministre de l'Intérieur après qu'il ait fait cette déclaration-là, pendant que le régime avait été mis en cause dans un acte présumé de corruption? Donc je dis, on ne doit pas faire un traitement différencié selon que l'information discrédite ou accrédite l'image du gouvernement. On doit pouvoir traiter les situations de manière, impartiale. Donc, donner la chance au ministre de pouvoir produire les preuves qu'il dit avoir détenues au sein de son ministère. Encore que, je reviens là-dessus, une enquête ne veut pas dire que les faits décriés sont fondés. Et si l'enquête était menée et allait à son terme et révélait que les anciens ministres ou prédécesseurs du ministre... On gérait avec orthodoxie, voilà, on gérait avec orthodoxie. La sanction la plus légitime serait alors le limogeage du ministre Akpona, qui aurait diffamé officiellement ses prédécesseurs et aurait porté un coup à la gestion transparente que l'on dit du régime. Voilà, donc je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs que de limoger le ministre Akpona avant même qu'une enquête ne révèle si les propos qu'il a déclarés sont fondés ou pas. À vous entendre là, c'est qu'on peut déjà prédire que le ministre Akpona, devant les tribunaux, n'aura véritablement pas de preuves à brandir si éventuellement il voulait quand même justifier quelque chose. Non, mais c'est ce que je ces dis. excuses disent que... Non, mais le fait même qu'il ait présenté des excuses publiques puisque c'est un secret de polichinelle, nous avons appris qu'il y a une citation directe que l'ancien ministre, le grand frère Samuel Sédou Adambi lui a notifié. Et l'audience, c'est pour, je crois, le 15 juillet. Le 15 juillet. Et après cette citation-là, monsieur le ministre Akpona s'est confondu en excuses. Donc, le décor de ce procès-là est déjà planté. Monsieur Akpona reconnaîtra les faits, certainement, en disant qu'il n'a pas de preuves. Mais il le dira pas parce que il n'a probablement pas de preuves. Il le dira parce que... Donc vous ne le croyez pas? Non, il le dira parce qu'il a été non seulement... désavoué par le gouvernement du fait de son limogeage et désavoué aussi par son parti qui ne l'a pas soutenu dans cette déclaration. Donc, à la limite, il a été isolé. Il a été ostracisé, de sorte qu'aujourd'hui, il ne peut que dire ce qu'il dit. À la limite, il est contraint de s'excuser. Tout à l'heure, vous avez accusé le parti, mais est-ce que le parti devait se comporter autrement lorsqu'on sait que Paulin Akpona, là, s'en prend à un des leurs au sein de la formation politique et s'en prend politiquement également à un des leurs qui a quand même une certaine hégémonie dans la dite région? Est-ce qu'il n'était pas en train de tirer une patte également dans
je sais pas, l'hégémonie du parti qui est quand même relativement, en ces périodes-là, on sait qu'elle elle a quelques petits problèmes à redorer le blason. Non, je pense que les intérêts politiques et partisans ne peuvent pas prévaloir sur l'intérêt général et en Mais premier lorsque sur le ministre la... avait la casquette du Permettez-moi parti, de finir. oui. Je dis que les intérêts politiques et partisans ne peuvent pas prévaloir sur sur la bonne gouvernance et la transparence. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que s'inscrivait l'ex-ministre des Mines et de l'Énergie, bien que portant la casquette du parti BR, ce qui est d'ailleurs une faute politique, une faute de responsabilité, parce qu'on ne peut pas, en tant que, je vais dire, Ministre de la République. de la République, se comporter en partisan politique et venir dire que c'est son parti qui met l'eau à la disposition des populations, alors qu'on est Il y a beaucoup de gaffes du ministre. Oui, c'est une gaffe. On aurait pu le limoger pour cette gaffe-là uniquement que ce serait plus oui, valeureux. Ça aurait été beaucoup plus élégant, ça aurait été beaucoup plus compréhensible. Parce que j'estime que, mais au-delà de tout, je pense qu'on aurait pu attendre que le ministre puisse démontrer ou qu'un audit puisse confirmer ou infirmer les propos du ministre avant de passer à l'éventuelle sanction. Mais malgré tout, aujourd'hui, le Parti politique Les Démocrates veut un audit du ministère de l'eau et des mines. Oui, sur la question de la gestion de l'accès à l'eau, la gestion des fonds publics destinés à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les villes de Parakou et environ. Alors, Maître Renaud Agbodjo, je l'ai dit à l'entame de cette émission, les forces armées béninoises ont effectué une prouesse, notamment le week-end dernier. C'est une bonne nouvelle dans la lutte contre le terrorisme. Le samedi 28 juin dernier, les forces de défense et de sécurité du Bénin ont neutralisé des terroristes dans le département de l'Alibori et notamment dans la zone du Point Triple au cours d'une double opération. Au niveau du Parti politique Les Démocrates, comment avez-vous accueilli cette information? Le Parti Les Démocrates est au premier chef. Le président Boni Yayi salue cette prouesse de notre armée. Je tiens aussi, à titre personnel, féliciter les forces de sécurité et de défense. Ce n'est pas seulement quand nous avons des tristes nouvelles qu'il faut monter au créneau pour dire que oui, effectivement, le gouvernement ou les responsabilités au plus haut sommet ne sont pas assumées de manière régalienne. Nous devons avoir l'humilité et l'honnêteté intellectuelle, même en tant qu'opposants, de féliciter cette prouesse-là, parce que le terrorisme n'a pas de visage. Vous savez, la guerre contre le terrorisme est une guerre asymétrique. Et il y a une expression que j'aime bien employer. Le terroriste, lorsque vous voyez le terroriste, c'est qu'il est mort. Quand le terroriste vous voit, c'est que vous êtes mort. Donc, avec le terrorisme, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de, je vais dire, de traitement de faveur à avoir. C'est un poison qu'il faut éradiquer. Et si les forces de sécurité et de défense arrivent aujourd'hui à avoir du répondant et je vais dire, à détruire certaines bases de l'ennemi, je pense que c'est à saluer et c'est à encourager. Et nous invitons le gouvernement à mettre davantage de moyens, surtout dans le renseignement et dans l'anticipation des attaques terroristes à la disposition des forces de sécurité et de défense pour que nos populations aux différentes frontières puissent vivre en toute quiétude à l'approche des élections générales. Merci à vous, Maître Renaud Agbodjo. Une petite digression positive, bien évidemment, notamment, ce week-end, on a vu l'ancien président de la République, Touma Boni Yayi, je ne sais pas s'il y était en tant que président du Parti politique Les Démocrates, qui a rendu une visite à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rongbedi. Dites-nous, qu'est-ce qui motive l'ancien président de la République, Touma Boni Yayi, dans ces différentes consultations que l'on observe, si on peut les qualifier ainsi, ces derniers temps? Donc, vous avez constaté avec nous que le président Boni Yayi et le président Rongbedi n'ont pas fait de déclaration à cette sortie. Et nous-mêmes, nous n'y étions pas. Nous n'avons pas assisté à cet entretien. C'est un entretien entre anciens présidents d'institutions.
Donc, il ne faut pas y voir une manœuvre partisane ou politique quelconque, puisque... En ancien président d'institution, ça doit forcément avoir une connotation politique. Non, ce sont les anciens... ce n'est pas mauvais d'ailleurs, puisque cela participe aussi, je vais dire, je ne dirais pas à l'animation de la vie politique, mais aussi au fait que les anciens responsables de notre République continuent de se parler. On a vu que on n'est pas forcément adversaire à vita aeternam. On n'est pas forcément en conflit à vita aeternam. Donc, je pense que si ces consultations, parce qu'il y a eu des visites entre le président Boni Yayi et le président Bruno Amoussou, le président Antoine Idi Kolaolé, le président Nago, Mathurin Kofi Nago, voilà, et le président Dieudonné Soglo. Mais alors, l'année dernière, en novembre 2024, les présidents Boni Yayi et son aîné, le président Soglo, ont rendu visite au président Patrice Talon de retour de leur mission au Niger. Alors, pourquoi cela n'a pas été commenté alors que c'était aussi... On connaissait un peu le mobile de ce conclave. Mais qui vous dit que ces rencontres ne participent pas aussi à l'atteinte du même objectif? Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder et laisser le temps au temps pour que on puisse aborder les prochaines semaines avec sérénité. Les prochaines semaines avec sérénité. L'abord de ces prochaines semaines, on espère que le Parti politique Les Démocrates nous donnera un peu quelques prémices par rapport à son duo de candidats pour 2026. Oui, le porte-parole... Ou tout au moins le projet de société du parti politique pour 2026. Oui, en ce qui concerne le projet de société, il est quasiment prêt. Le comité en charge de la préparation du projet de société du Parti Les Démocrates a quasiment terminé son travail. Il est en étude et le jeudi prochain, le comité permanent du Parti Les Démocrates va se réunir pour apprécier s'il y a des ajouts à faire et cela sera mis à la disposition des militants. Nous avions déjà, le Parti Les Démocrates avait déjà un projet de société depuis sa création. Tout à fait. Un parti politique a vocation à prendre le pouvoir et à exercer le pouvoir d'État. Mais avec les différentes... Avec les contingences, les enjeux actuels, il fallait évidemment réajuster. Et soyez sûr que ce projet-là, c'est un projet qui va surprendre et qui va répondre valablement aux attentes. Mais je finirai pour dire que vous avez écouté le porte-parole du gouvernement disant que le duo candidat du parti de la mouvance sera connu le 12 octobre. Bon, nous n'avons pas de commentaires à faire, mais tirez-en vous-même les conclusions. Et donc, celui de l'opposition sera connu le 13 octobre. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Ou le 12 octobre aussi. Je voudrais que vous puissiez vous-même tirer les conséquences de ces déclarations. Les conséquences, et donc, conséquemment, on peut dire qu'on peut s'attendre au 13 octobre avec les démocrates. Mais dans tous les cas, nous, la déclaration la présentation du duo candidat du Parti des démocrates n'est pas tributaire de l'agenda de la mouvance présidentielle. Ah non, pas du tout. Mais est-ce que dans ce cas de figure, est-ce qu'on doit faire foi au propos du porte-parole du gouvernement, même s'il est peut-être membre d'un parti politique? Est-ce qu'on doit faire foi à ses propos lorsqu'on sait qu'il est porte-parole du gouvernement, pas porte-parole des partis politiques de la mouvance? Non, vous savez, il ne m'appartient pas de commenter les propos du porte-parole du gouvernement selon qu'il a plus de légitimité ou pas. En ce qui concerne la gestion des partis politiques de la mouvance, c'est une cuisine interne, mais ça peut paraître comme étant une immixtion dans le fonctionnement d'un parti politique, certes soutenant l'action du gouvernement, mais il n'appartient pas au porte-parole du gouvernement de se prononcer en lieu et place d'un parti politique qui a un président, qui a un haut comité politique, je ne sais pas, la haute direction. Haute direction exécutive nationale, bureau politique de l'autre côté. Donc je pense qu'il n'appartenait pas au porte-parole du gouvernement de se prononcer en lieu et place des hauts cadres du parti UPR. Mais ça ne nous regarde pas. UPR, ça ne nous regarde pas. C'est ça la mouvance. Moi, c'est la mouvance présidentielle. Ça ne regarde pas le parti Les Démocrates. Dans tous les cas, nous, ce qui nous regarde, c'est le 12 octobre. Non, ce qui nous regarde, c'est la préparation des élections générales en répondant aux attentes des peuples
et en préparant l'alternance au pouvoir en 2026. Merci à vous, Maître Renaud Agbodjo. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Vous êtes conseiller juridique du parti politique Les Démocrates. Vous êtes l'un des conseils de Rekia Madougou. Rekia Madougou, chaque fois qu'on a l'occasion de vous voir, on a toujours l'envie de vous poser la question de savoir comment se porte-t-elle. Elle ne se porte pas plus bien que ce que j'ai dit la dernière fois, qu'elle n'a pas accès à son médecin. Le médecin de Mme Rekia Madougou est arrivé de l'étranger, il a été refoulé. Alors que bien avant ça, il avait accès à elle. Il pouvait la voir, il pouvait... Quels sont les mobiles qui ont été présentés? Aucun mobile, puisque nous avons saisi le procureur spécial pour dénoncer ce fait, pour demander qu'elle puisse bénéficier des soins, des examens dont elle bénéficiait depuis 4 ans. Aujourd'hui, on a tous ces droits-là ont été suspendus. Pour quelle raison? Alors que Mme Rekia Madougou, aujourd'hui, ne s'exprime quasiment plus sur l'actualité politique. Alors, qu'est-ce qu'on veut d'elle? On nous reprochait, oui, Mme Rekia Madougou, bien qu'elle soit en détention, elle continue d'être active politiquement. Mais la dernière fois que Mme Rekia Madougou s'est exprimée sur la situation politique du Bénin et sur la gestion remonte à quand? Remonte à plus d'1 an, voire même 2 ans. Donc, pourquoi on veut faire d'elle une martyre? Je trouve que il n'y a pas de cohérence. Il n'y a vraiment pas de cohérence. Et c'est en cela que je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est un euphémisme, mais je préfère dire que ce n'est pas nécessaire. Et il faut que les autorités judiciaires et juridiques de notre pays, notamment la chancellerie, puissent permettre à Mme Rekia Madougou d'avoir accès à son médecin personnel. J'insiste sur le mot, son médecin personnel. Elle n'accepte pas qu'on lui impose des soins venant de personnes en qui elle n'a pas confiance. Je suis désolé, je suis obligé de le dire parce que c'est ça. Merci à vous, Maître Renaud Agbodjo. J'ajoute que vous êtes également l'avocat personnel de l'ancien président Thomas Boniaï. Merci d'avoir répondu à l'appel. Soyez-en remerciés, je dirais même. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci aussi. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité constante à nos différents programmes sur USAE TV. Soyez-en remerciés aussi. Je dirais aussi, soyez-en bénis aussi. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur USAE TV. Que la semaine soit féconde à tout un chacun. On se donne rendez-vous demain lundi pour notre numéro d'émission de Free Matin par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.